Je pense que s'il y avait des manifestations violentes et de la violence en Géorgie, la situation pourrait s'aggraver de manière similaire à ce qui s'est passé en Ukraine. Il y a même la possibilité d'une implication russe et la possibilité d'une guerre. Si le gouvernement géorgien, en particulier sous Saakachvili, revenait au pouvoir, une guerre avec la Russie serait une possibilité très réelle. Saakachvili a ouvertement soutenu de tels conflits, comme on l'a vu en Ukraine, et il pourrait entraîner la Géorgie dans une situation similaire. Le gouvernement géorgien actuel essaye de s'y opposer, car il est dans l'intérêt des gouvernements occidentaux d'utiliser l'Ukraine et des pays comme la Géorgie contre la Russie pour l'affaiblir. Et peut-être est-ce le moment d'évoquer la Géorgie, car ce qui s'est passé sur le Maïdan est unique par son extrême violence, avec 100 personnes tuées par ceux qui voulaient changer le gouvernement. Tant des forces internes qu'externes étaient prêtes à laisser mourir 100 personnes. Cependant, le phénomène des révolutions de couleur pour changer la politique des anciens États soviétiques, ou même des pays en Asie, n'est pas nouveau. Si nous regardons la Géorgie, nous avons eu la révolution des roses en 2003. L'Ukraine a connu une révolution orange pacifique en 2004, suivie d'un massacre violent sur le Maïdan en 2014. Nous craignons qu'un scénario similaire puisse être possible en Géorgie ou dans d'autres pays où les gouvernements sont contestés par certains groupes de la société. Si la violence se produit, cela pourrait mener à une situation similaire à ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui a entraîné un changement dans la politique étrangère de l'Ukraine. Lasha, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser. Ma question est Dr Kachanovski. Pensez-vous qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que quelque chose de similaire puisse se reproduire dans un autre pays comme la Géorgie? Je pense avoir vu une déclaration de l'Agence de sécurité d'État de Géorgie, bien que je ne connaisse pas son nom exact. Ils ont déclaré il y a quelques années qu'ils avaient reçu des informations sur des préparatifs impliquant d'anciens membres du gouvernement sous l'ancien président Saakachvili. À cette époque, Saakachvili était en Ukraine et certains de ses anciens membres s'étaient installés au Royaume-Uni. Certains d'entre eux occupaient des postes de haut niveau dans la police, le ministère de l'Intérieur et même au bureau du procureur général, où ils étaient impliqués dans l'enquête sur le massacre de Maïdan. Ils sont devenus partie d'un nouveau gouvernement au Royaume-Uni et avaient accès à toutes ces informations. Selon la déclaration officielle de l'agence géorgienne responsable de la sécurité d'État, ils avaient des renseignements indiquant un plan pour mener une manifestation de type Euromaïdan en Géorgie. Cela visait spécifiquement à protester contre le gouvernement en place et à organiser des provocations similaires à celles qui se sont produites sur Maïdan. Cela a également été déclaré par le Premier ministre de Géorgie. Il a fait référence à des provocations similaires de style Maïdan, ce qui signifie le massacre de Maïdan et d'autres types de violences qui ont eu lieu pendant Maïdan. En plus du massacre de Maïdan, il y a eu aussi des meurtres sous faux drapeaux de quelques manifestants. Il y a eu des enlèvements sous faux drapeaux, des kidnappings et même des crucifixions d'activistes de Maïdan. Ces actes auraient été mis en scène par l'opposition de Maïdan. Ce n'est pas seulement ma déclaration, elle a été soutenue par une enquête de la police ukrainienne sous le président Zelensky. L'enquête policière a conclu que personne n'était responsable de l'enlèvement, de la crucifixion et de la torture de ces activistes, parce que les preuves suggéraient que cela avait été mis en scène par les dirigeants de l'opposition de Maïdan. Je crois que c'est un événement qui aurait pu se produire en Géorgie.
Les méthodes utilisées ne se limitent pas à l'Ukraine. Il y a des cas similaires dans d'autres pays, comme le Venezuela, où il y a eu des rapports de snipers tirant à la fois sur la police et les manifestants. Des situations similaires ont été signalées en Lituanie, notamment à Vilnius et en Syrie. Je pense que le même type de méthode peut être utilisé dans ces situations. Je pense qu'un précédent important, souvent oublié, a eu lieu en Roumanie. Il y a plusieurs années, des procureurs militaires ont enquêté sur les événements de la révolution roumaine de 1989. Ils ont inculpé non pas les anciens membres de la direction communiste, qui étaient initialement blâmés pour le massacre de près de 1000 personnes lors du renversement du gouvernement. Au lieu de cela, ils ont inculpé les nouveaux dirigeants de la Roumanie qui sont arrivés au pouvoir après le renversement. Ces nouveaux dirigeants ont été accusés d'avoir organisé des fusillades sous fausses bannières de manifestants qui soutenaient le nouveau gouvernement. Les fusillades ont été menées par des membres des forces médiatiques qui soutenaient également le nouveau gouvernement. C'était comme un incendie spécifiquement destiné à enflammer les manifestations et à blâmer l'ancien président de la Roumanie, Ceausescu, qui a été exécuté pour ces massacres. Je pense que ça fait maintenant partie d'une enquête officielle, donc ce n'est pas juste une déclaration. Il n'y a presque pas de couverture médiatique à ce sujet. Je crois que cela aurait pu se produire non seulement en Géorgie, mais aussi dans de nombreux autres pays. Cette méthode peut être étendue, surtout si les médias la suivent sans aucune couverture critique. Cela peut avoir des conséquences significatives. Selon ma théorie, je pense que cela peut se produire ailleurs, y compris en Géorgie, s'il y a des personnes prêtes à recourir à de telles actions. Eh bien, Dr. Kachanovski, c'est évidemment un travail formidable et un immense corpus de recherche. Félicitations. C'est un livre extrêmement important. La tragédie de toute la situation est qu'en Géorgie, vous ne voyez pas ce type de recherche approfondie. Tout comme les événements entre 2003 et 2012, cela a été marginalisé, dissimulé ou ignoré. Malheureusement, ce type de recherche n'est pas réalisé en Géorgie. Nous avons la chance que vous ayez produit ce travail et ce livre afin que les gens puissent s'y référer et comprendre la situation. Du point de vue géorgien, permettez-moi de vous demander, car il y a un point de vue international sur ce que vous avez écrit. Je veux le restreindre à la Géorgie. Vous avez mentionné Saakashvili à plusieurs reprises. You mentioned Saakashvili a number of times. Cela faisait partie de l'effort du mouvement national uni pour faire quoi exactement? Pour soutenir les forces ultra-droitistes et néoconservatrices de Washington. Le même établissement espérait que Saakashvili et son parti, ainsi que les politiciens qui suivaient aveuglément cette idéologie, visaient à atteindre quoi? Ils espéraient renverser Yanukovych. Y avait-il une perspective réaliste pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne par la suite? Y avait-il une perspective réaliste pour une adhésion à l'OTAN? Nous savons tous comment Washington a aidé tout le processus. J'ai lu certains chapitres où Biden, alors vice-président, accélérait le processus, disant à Yanukovych de fuir et de quitter le pays. Et puis, il y avait d'autres figures géorgiennes impliquées, comme Zvania, j'ai oublié le prénom de ce monsieur, qui a ouvertement admis, autant que je me souvienne, que des fusillades et des snipers avaient effectivement été utilisés. Alors au final, comment la Géorgie a-t-elle bénéficié de toute cette situation? Essayait-il de surfer sur la vague de la démocratisation et de l'occidentalisation? Quelle était la philosophie sous-jacente derrière cela? Espérait-il réellement aider à faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN ou de l'Union européenne avec l'aide de la Géorgie?
Oui, je pense qu'il est important d'examiner les preuves, et l'angle géorgien ainsi que l'implication sont très significatifs. Le gouvernement de Saakashvili à l'époque était en fait l'ancien gouvernement de Géorgie. Il a été battu aux élections à la fin de 2013, avant ou peu avant le début du Maïdan. Il n'était donc plus au pouvoir. Une des raisons pour lesquelles ils se sont impliqués était qu'ils voulaient reprendre le pouvoir. Après le Maïdan, de nombreux anciens ministres du gouvernement et dirigeants du gouvernement Saakashvili, y compris Saakashvili lui-même, sont devenus membres du gouvernement ukrainien. Saakashvili est devenu chef du gouvernement régional à Odessa et il s'est même vu offrir le poste de premier ministre de l'Ukraine par Porochenko. Je pense que c'était une raison de rester au pouvoir. Maintenir le pouvoir peut être un moyen d'éviter la persécution. C'est pourquoi ils n'ont pas été extradés vers la Géorgie, même après que le gouvernement géorgien a condamné Saakashvili par contumace. D'autres anciens membres du gouvernement Saakashvili ont également été condamnés pour torture et autres abus de pouvoir. Le gouvernement ukrainien ne les a pas expulsés vers la Géorgie parce qu'ils étaient membres du nouveau gouvernement et le soutenaient. Je pense qu'une autre raison de l'implication internationale était le gouvernement Saakashvili, car il était très pro-occidental. Ce gouvernement était lié à l'Occident, et il en va de même pour l'opposition du Maïdan. Les dirigeants de l'opposition du Maïdan comprenaient une coalition ou une alliance informelle de partis oligarchiques dirigés par Porochenko, Turchinov et Yulia Tymoshenko. Ils étaient essentiellement des oligarques, des Ukrainiens très riches qui se sont enrichis après l'effondrement de l'Union soviétique. Ils se sont alliés à l'extrême droite, y compris Svoboda et le secteur droit, pendant les manifestations du Maïdan. Ils ont même adopté le modèle Götterdämmerung, qui était en fait un modèle d'extrême droite de l'Allemagne nazie, similaire à d'autres partis fascistes, et ils l'ont ouvertement embrassé. Et ils ont également déclaré que leur objectif était de soutenir l'Ukraine dans son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Pour cette raison, il y avait un soutien des gouvernements occidentaux, y compris des États-Unis, pour l'opposition du Maïdan et l'ancien gouvernement de Saakashvili. Ils étaient considérés comme pro-occidentaux et favorables à l'intégration occidentale de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Cependant, en Ukraine, il y avait une division entre les régions orientales et occidentales sur cette question. Avant le Maïdan, la majorité des Ukrainiens s'opposaient fermement à l'adhésion à l'OTAN. Dans le cas de l'adhésion à l'Union européenne, il y avait une division entre les parties occidentales et centrales de l'Ukraine et les parties orientales et méridionales. Les régions occidentales et centrales souhaitaient l'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Cependant, les régions orientales et méridionales préféraient une intégration plus poussée avec la Russie. Elles voulaient non seulement une unification, mais une intégration étroite, similaire à une union douanière avec la Russie et des frontières ouvertes. Dans le Donbass et en Crimée, il y avait un mouvement séparatiste et un soutien pour rejoindre la Russie. Je pense qu'il y avait deux motivations principales dans ce cas. L'une était de prendre le pouvoir en Ukraine, y compris par des membres de l'ancien gouvernement Saakashvili. L'autre était la dimension internationale, car ils étaient soutenus par l'Occident. Ils croyaient qu'ils bénéficieraient de l'immunité contre toute persécution et recevraient le soutien occidental. C'est ce qui s'est passé, car les gouvernements occidentaux les ont soutenus sans poser de questions et n'ont mené aucune enquête. Les gouvernements occidentaux ont toujours blâmé Yanukovych et ont vu l'Ukraine comme un outil pour affaiblir la Russie. C'est pourquoi ils se sont opposés au gouvernement de Yanukovych, impliquant des snipers de Géorgie et l'extrême droite, car cela leur était bénéfique.
Cela a été utilisé comme un outil pour affaiblir la Russie. Je pense que dans le cas de l'adhésion à l'OTAN, il n'y a pas de réelle possibilité pour l'Ukraine de devenir membre parce que la Russie a déclaré qu'elle ne l'accepterait pas. Nous avons une guerre en Ukraine en ce moment, et l'une des raisons de l'intervention russe est d'empêcher l'Ukraine de devenir membre de l'OTAN. Concernant l'adhésion à l'Union européenne, je l'ai en fait soutenue. J'ai été l'un des premiers à appeler publiquement à l'adhésion à l'Union européenne comme moyen d'éviter les conflits et la violence similaires à ce qui s'est passé dans les Balkans et l'ex-Yougoslavie. Cependant, dans le cas de l'Ukraine, je pense qu'il est déjà trop tard. Le mouvement Maïdan était à l'origine motivé par le désir de rejoindre l'Union européenne. Cela a été dû au fait que Yanukovych avait suspendu la décision de rejoindre l'accord de libre-échange et d'association avec l'Union européenne. Mais cet accord n'incluait en réalité aucune disposition pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Cela a été mal représenté aux gens à qui on a dit qu'ils pouvaient rejoindre l'Union européenne alors qu'il n'y avait pas une telle possibilité. Ce n'est qu'après l'invasion russe que l'Union européenne a accepté d'offrir la possibilité d'adhésion à l'Ukraine. C'est une clarification importante. L'expérience géorgienne est très révélatrice à cet égard. Lorsque la Géorgie était en guerre avec la Russie en 2008, les gouvernements occidentaux ont soutenu la Géorgie et il y avait une couverture médiatique positive de la Géorgie et du gouvernement Saakachvili en Occident. Cependant, l'actuelle direction de l'Union européenne a déclaré qu'elle ne soutiendrait plus ou s'opposerait en fait à l'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne. Cela a été dû à une nouvelle loi sur les agents étrangers introduite par le nouveau gouvernement géorgien, qui était perçu comme un moyen de devenir plus neutre et de ne pas rejoindre la guerre. Je crois que la même chose pourrait arriver avec l'Ukraine. Si l'Ukraine devait mettre fin à la guerre et parvenir à un accord pacifique en acceptant la neutralité, similaire à sa position avant le Maïdan, je pense que l'Union européenne pourrait abandonner sa promesse d'adhésion. L'Ukraine pourrait alors se retrouver dans une situation similaire à celle de la Géorgie, sans réelle possibilité de rejoindre l'Union européenne. La promesse actuelle d'adhésion à l'UMM est motivée par la guerre pour montrer aux Ukrainiens qu'ils ont un avenir. Cependant, d'après mes recherches, je ne pense pas que cela soit susceptible de se produire. Cela semble davantage être un moyen de motiver les Ukrainiens à se battre, plutôt qu'une véritable possibilité. Peut-être que je voudrais le redire ici. Tout le monde, s'il vous plaît, soutenez le Dr Kachanovski en faisant un don pour son projet de livre en accès libre. Je le mentionnerai à nouveau plus tard et vous trouverez le lien dans la description. Nous devons souligner que malgré toute la rhétorique de l'Occident sur les transitions pacifiques du pouvoir et la démocratie, il est indéniable que les pays occidentaux soutiennent parfois des soulèvements violents et le renversement de gouvernements. C'est absolument clair. Le danger est que lorsqu'il y a des instabilités, ces forces pourraient passer au premier plan et inciter à la violence pour justifier un changement de gouvernement. Pouvez-vous généraliser vos idées et dire dans quelles conditions la violence politique, même inspirée de l'extérieur, devient partie intégrante d'un processus basé sur ce que vous avez étudié? Je pense que l'Ukraine est un exemple parfait de cette situation. Lorsque les manifestations de Maïdan ont commencé, j'ai écrit un article dans Open Democracy prédisant le véritable danger d'une guerre civile en Ukraine et la potentielle dislocation du pays, ce qui s'est effectivement produit dans le Donbass. Il y avait un soutien dans le Donbass pour rejoindre la Russie avec l'appui russe. Ainsi, nous avons assisté à la dislocation de l'Ukraine, menant à une guerre civile. Cela s'est maintenant intensifié en une guerre entre la Russie et l'Ukraine,
qui est également devenue une guerre par procuration entre la Russie et l'Occident. C'est le conflit le plus dangereux et significatif dans le monde aujourd'hui. Je pense que c'est une situation dangereuse, avec des événements soutenus par l'Occident. Les gouvernements occidentaux ne soutiendraient jamais de telles politiques dans leur propre pays. Ils ne soutiendraient pas quelque chose comme ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis. La réaction en Occident à ce qui s'est passé sur le Maïdan est totalement différente. Même Zelensky a mentionné la similitude entre le Maïdan et le renversement de Yanukovych et le 6 janvier. Cependant, le gouvernement américain, sous l'administration Biden, a soutenu cela. Ils ont condamné les groupes d'extrême droite et néo-nazis aux États-Unis, affirmant que même de nombreux républicains sont quelque peu fascistes. Cependant, en réalité, ils soutiennent en fait des groupes d'extrême droite et même des néo-nazis déclarés, comme le mouvement Azov et le secteur droit, sans aucune réserve. Cela est très dangereux, car ces groupes peuvent se retourner contre l'Occident, comme cela s'est produit de nombreuses fois auparavant. Par exemple, Al-Qaïda en Afghanistan a été initialement soutenu contre l'Union soviétique, mais est ensuite devenu responsable du 11 septembre et d'autres attaques terroristes. Un autre exemple est l'Iran. Dans les années 1950, en Iran, il y a eu un coup d'État dirigé par les États-Unis et le Royaume-Uni contre le gouvernement iranien. Cela a été ouvertement admis par les services de renseignement américains à travers des documents déclassifiés, et les services de renseignement britanniques l'ont également reconnu. Ils ont mené ce coup d'État en utilisant la force et la violence pour saper le gouvernement en place. Cela a conduit à l'escalade du conflit et finalement à la révolution iranienne. En réaction, l'Iran est devenu très anti-occidental. Actuellement, il y a un autre conflit impliquant l'Iran, pas directement une guerre à Gaza, mais l'Iran est impliqué dans l'opposition à Israël. Il y a une possibilité de guerre entre Israël et l'Iran, et aussi un potentiel conflit ou guerre entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran est également impliqué dans la guerre en Syrie et soutient maintenant la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est un autre exemple de la manière dont des événements comme les massacres qui ont eu lieu pendant Maïdan peuvent avoir des conséquences significatives à mesure que les conflits s'intensifient. Il est important d'étudier ces événements d'un point de vue objectif et académique, et de ne pas se fier uniquement aux récits promus par les gouvernements ou les politiciens, car ils ont des incitations à induire en erreur. C'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Larsa, emsamu chose. Just real, just really quickly, just a quick comment and then a question. Bien sûr, juste un commentaire rapide, puis une question. Je pense que le principal problème ici a toujours été l'expansion de l'OTAN et les préoccupations de la Russie à ce sujet. Pourriez-vous commenter cela et me dire si je suis sur la bonne voie avec mon analyse? Au moment où Saakashvili avait déjà perdu l'élection et que le rêve géorgien était arrivé au pouvoir, pensez-vous que c'était une tentative de Saakashvili et de son parti, le Mouvement national uni, de maintenir leur implication dans Maïdan et de préserver leur pouvoir sous une autre forme? Évidemment, en utilisant la violence ou peu importe qui c'était, directement ou indirectement, le côté géorgien était impliqué dans ce processus. Pensez-vous que c'était une tentative de Saakashvili de continuer son pouvoir d'une manière ou d'une autre? Nous avons vu ces vidéos bizarres de lui sur les toits, et on se demande si c'était un espoir naïf qu'il serait retourné en Géorgie. C'est plus un commentaire. Ma question porte sur la géopolitique en Géorgie et dans le Caucase du Sud. Comme vous le savez, les élections approchent.
La Géorgie doit organiser des élections le 26 octobre. Et beaucoup de gens s'attendent à ce qu'une sorte de bouleversement politique puisse résulter de ces élections. Comment voyez-vous le rôle de la Russie dans cela? Que pensez-vous que la Russie fera? Pensez-vous qu'il y a une possibilité que la Russie puisse acquiescer si, et je pense que c'est un grand si, il y a une tentative de l'Occident de créer une autre révolution de couleur en Géorgie, ou du moins de faire une tentative? Quel pensez-vous que sera le rôle de la Russie si cela s'intensifie à ce niveau? What do you think Russia's role will be if it escalates to that level? Je pense que c'est une question importante. Si le conflit en Géorgie devient violent, il pourrait être similaire à ce qui s'est passé en Ukraine. La Russie contrôle maintenant l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, des régions de Géorgie qui sont devenues similaires à la Crimée et au Donbass, des régions séparatistes avec des forces russes présentes. Il y a eu une guerre entre la Géorgie et la Russie en 2008, ce qui est similaire à la situation actuelle en Ukraine avec l'invasion russe. Concernant Saakashvili, il y a une dimension intéressante. Lorsqu'il était en Ukraine, il s'est vu initialement offrir le poste de Premier ministre par Poroshenko. Ils avaient étudié ensemble à l'Institut des Relations internationales à Kiev à la fin des années 1980, à l'époque de l'Union soviétique. Quand j'ai voulu postuler pour étudier les relations internationales dans cette université en Ukraine soviétique à la fin des années 80, on m'a dit que c'était réservé à l'élite. Il fallait une autorisation du KGB, que je ne pouvais évidemment pas obtenir. Cependant, Saakashvili y étudiait à l'époque. Il a même été envisagé pour le recrutement par le KGB, tout comme Poroshenko. Après Maïdan, Saakashvili a commencé à avoir des conflits avec Poroshenko. Poroshenko a accusé Saakashvili de tenter de fomenter un coup d'État en Ukraine sur ordre de la Russie. Saakashvili a été accusé par les leaders de l'opposition de Maïdan de tenter un coup d'État et de travailler pour Poutine. C'est typique en politique, où la Russie est souvent blâmée indépendamment de la réalité. La situation était très tendue. C'est pourquoi Saakashvili a essayé d'échapper aux forces de sécurité ukrainiennes qui voulaient l'arrêter. Plus tard, lorsqu'il était censé témoigner au procès du massacre de Maïdan en tant que témoin, il a été mis dans un avion par les forces gouvernementales ukrainiennes la veille de son témoignage et envoyé en Pologne. C'est pourquoi il n'a jamais témoigné au procès. Essentiellement, un jour avant son témoignage, il a été expulsé d'Ukraine et n'a pas eu l'opportunité de témoigner. Par la suite, il est retourné en Géorgie et a tenté de s'opposer au gouvernement géorgien. S'il y a des manifestations violentes en Géorgie, la situation pourrait s'aggraver de manière similaire à ce qui s'est passé en Ukraine, avec la possibilité d'une implication russe. Je pense qu'il y a une possibilité de guerre à nouveau si le gouvernement géorgien est renversé, surtout si Saakashvili revient au pouvoir. Une guerre avec la Russie serait presque certaine. Saakashvili a ouvertement soutenu le conflit en Ukraine et il pourrait vouloir une situation similaire en Géorgie. Le gouvernement géorgien actuel essaie de s'y opposer car il est dans l'intérêt des gouvernements occidentaux d'utiliser des pays comme l'Ukraine et la Géorgie contre la Russie pour affaiblir le pouvoir russe. La Russie a illégalement envahi l'Ukraine, mais ce conflit a commencé en 2014 avec les manifestations de masse et la violence lors du massacre de Maïdan. Si un événement similaire se produit en Géorgie, la situation pourrait s'aggraver rapidement et avoir des conséquences dévastatrices, tout comme cela a été le cas en Ukraine. Nous assistons à cela en ce moment. J'ai récemment parlé à mes proches, des personnes qui vivent dans l'ouest de l'Ukraine d'où je viens. Ils me racontent des histoires et j'ai vu des vidéos d'hommes capturés dans la rue.
Ils sont emmenés sans possibilité de contacter leur famille. La police et les officiers de recrutement militaire les prennent, souvent en les battant, et les envoient devant une commission médicale sans examiner leurs conditions médicales. Ils sont ensuite envoyés en première ligne sans armes militaires suffisantes pour combattre dans cette guerre contre la Russie, et beaucoup d'entre eux sont tués. Il y a maintenant des rues et des lieux vides, même en Ukraine occidentale, qui est très anti-russe. Ils n'ont jamais soutenu l'adhésion à la Russie et ont toujours soutenu l'intégration occidentale et l'indépendance de l'Ukraine. Mais maintenant, même les hommes se cachent parce qu'ils ne veulent pas se battre. Cela n'est jamais rapporté par les médias, parce que l'Ukraine est un outil très utile pour l'Occident contre la Russie. Je pense que c'était l'objectif initial de l'Occident, de soutenir ce renversement, même s'il était illégal, anticonstitutionnel, criminel et antidémocratique, violant les droits de l'homme. Ce n'est pas accidentel. Il y a beaucoup d'autres cas, comme lorsque les gouvernements occidentaux ont soutenu des groupes similaires à Al-Qaïda en Syrie pendant la guerre civile. Ils ont soutenu les soi-disant combattants de la liberté, qui sont ensuite devenus les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan. Il y en a eu beaucoup d'autres qu'ils ont soutenus après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont soutenu les combattants de l'ONU et de l'UPA, qui étaient des collaborateurs nazis. Donc, ce n'est rien de nouveau pour l'Occident. Je pense qu'il est très important de comprendre non seulement la politique ukrainienne, mais aussi la politique occidentale et américaine en particulier. C'est ce que j'étudie, la politique et la politique américaine envers l'Ukraine. Pour moi, ce n'est pas une surprise, c'est en fait ainsi que fonctionne la politique. La politique américaine a souvent des politiques très différentes sur le plan intérieur par rapport à leurs actions dans d'autres pays. Cela est particulièrement vrai pour les pays qui faisaient autrefois partie de l'Amérique latine, ou ceux qui ne sont pas considérés comme des alliés très proches comme le Canada ou les pays d'Europe occidentale. Pour les États-Unis et le Royaume-Uni, l'Ukraine ou la Géorgie ne sont qu'un outil dans les jeux géopolitiques. Récemment, il y a eu une interview avec Victoria Nuland. Dans cette interview, elle a admis ouvertement que les gouvernements américains et britanniques avaient conseillé au gouvernement Zelensky de ne pas signer un accord de paix avec la Russie au printemps 2022. Cet accord aurait mis fin à la guerre, mais ils ont dit que ce n'était pas une bonne affaire pour le Royaume-Uni. La délégation ukrainienne avait signé des accords préliminaires. Ils avaient accepté la neutralité de l'Ukraine en échange du retrait des forces russes d'Ukraine et des territoires occupés, à l'exception de la Crimée et du Donbass. Le sort de ces régions devait être décidé plus tard lors d'une rencontre entre Zelensky et Poutine. Cependant, les gouvernements occidentaux, y compris Boris Johnson, ont été envoyés à Kiev pour bloquer cet accord, car il n'était pas dans l'intérêt de l'Occident. En conséquence, les Ukrainiens ont été sacrifiés et plus de 100 000 hommes ukrainiens ont perdu la vie parce que cela était dans l'intérêt de l'Occident. C'est une politique cynique. Ils prétendent être pro-ukrainiens et soutenir l'Ukraine, mais leurs actions montrent le contraire. Le même type de rhétorique est utilisé en Géorgie et dans d'autres situations. Ce ne sont pas seulement les gouvernements, mais aussi les ONG financées par les gouvernements occidentaux et les fondations. Après le Maïdan, lorsque Zelensky a été élu comme nouveau président, plus de 20 ONG ukrainiennes de premier plan ont publié une déclaration collective. Ils ont dit que Zelensky et son gouvernement n'avaient pas le droit de négocier avec la Russie pour mettre fin à la guerre dans le Donbass. C'était avant l'invasion russe, et ils ont appelé cela une ligne rouge. Le problème est que le gouvernement Zelensky veut négocier la fin de la guerre.
mais ces ONG affirment que cela va à l'encontre des intérêts de l'Ukraine. J'ai vérifié ces organisations non gouvernementales, et toutes sauf une étaient financées par des gouvernements occidentaux ou des fondations occidentales. Elles agissaient au nom des Ukrainiens, mais elles étaient financées par des entités occidentales. Elles se sont ouvertement opposées au président élu de l'Ukraine, Zelensky, qui avait promis pendant sa campagne électorale de mettre fin à la guerre, ce qui a contribué à sa victoire. Maintenant, lorsque Zelensky a dévié de sa promesse initiale, il a commencé à s'appuyer sur l'idée que l'Ukraine combattrait la Russie. Il se présente désormais comme un leader capable de combattre la Russie. Toutes ces fondations, financées par les gouvernements occidentaux, le soutiennent ainsi que sa politique. Il n'y a pas de question sur les droits de l'homme ou les violations, même s'il existe des vidéos de personnes battues et arrachées de la rue. L'opposition est presque totalement détruite. Il n'y a presque pas d'électricité et la moitié de l'Ukraine est sans courant. L'hiver aura des conséquences dévastatrices. 7 millions d'Ukrainiens sont partis. Ce sont les conséquences dévastatrices, mais pour eux, cela va, car ils ont des exemptions de mobilisation. C'est comme une nouvelle élite. Je pense qu'ils ne soutiennent pas l'Ukraine. Ils agissent au nom des sponsors occidentaux. Je pense qu'une situation similaire s'est récemment produite en Géorgie lorsqu'une loi sur les agents étrangers a été introduite, entraînant une opposition significative. Ils ont affirmé qu'elle ressemblait à la loi russe, mais elle était en fait assez similaire. Une telle loi serait totalement inacceptable aux États-Unis ou dans des pays comme le Canada. Cette politique ne peut s'expliquer que par l'exceptionnalisme américain. Il y a une théorie développée par mon professeur, conseiller Seymour Martin Lipset, qui disait que les États-Unis agissent souvent comme s'ils étaient uniques dans leurs actions. Cela s'applique également à leur politique étrangère. Cela explique pourquoi la politique américaine est si différente sur le plan national par rapport à leurs actions à l'international, où ils soutiennent des politiques qui ne seraient jamais acceptables dans leur propre pays. La politique est basée sur le pouvoir, et les élites au pouvoir veulent accroître leur pouvoir à la fois en interne et en externe. Elles soutiendront tout ou n'importe qui les aide à y parvenir. C'est très triste. Mais le grand mensonge qui est raconté est que c'est une démocratie occidentale basée sur des valeurs ou des principes. Dr Kachanovsky, nous devons terminer l'interview ici. Je tiens à vous remercier beaucoup. Et encore une fois tout le monde, si vous voulez soutenir le travail du Dr Kachanovsky, il essaie de lever des fonds pour la publication en accès libre, afin que le livre puisse être téléchargé par n'importe qui. Consultez son livre. Des parties sont déjà disponibles. Je mettrai tous les liens dans la description. Vous pouvez télécharger beaucoup de ces recherches gratuitement. Veuillez soutenir le Dr Kachanovsky sur fund.org. Le lien sera ci-dessous. Dr Kachanovsky, Lasha, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, et merci à tous ceux qui ont contribué à soutenir la publication en libre accès de ce livre. Je veux m'assurer que plus de personnes aient accès à cette information, car il est d'intérêt public de savoir ce qui s'est réellement passé au Royaume-Uni et dans des situations similaires et des développements dangereux dans d'autres pays. C'est pourquoi je vise à le rendre en libre accès. J'encourage tout le monde à le lire, le télécharger, le traduire dans n'importe quelle langue et le republier en tout ou en partie dans le domaine public. Je crois que c'est très important en plus de simplement faire de la recherche. Donc, merci. Et encore une fois, merci pour l'interview. C'est une très bonne idée. Nous continuerons avec les traductions et nous vous reparlerons. Merci beaucoup. Thank you very much.
Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.